Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Emmanuel Macron, 23,7% des voix. Marine Le Pen, 21,7%. Voilà ce qui s'est affiché dimanche soir à 20h sur les écrans de France 2. L'estimation de l'Ipsos pour France Télé était la plus proche de la réalité, tout comme celle d'Aris Interactive pour M6. Des résultats tout à fait conformes à ce qu'annonçaient les sondeurs depuis plusieurs semaines. Alors après les ratés des primaires à droite et à gauche, les instituts de sondage ont-ils pris leur revanche? C'est la question qu'on va poser ce matin à nos deux invités. Céline Braque, cofondatrice et directrice générale de Doxa. Bonjour Céline. Bonjour. Et Stéphane Zumsteig, directeur du département opinion chez Ipsos. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Alors les sondages ont été très décriés pendant la campagne, parfois par les candidats eux-mêmes, mais il faut reconnaître que les instituts de sondage ne sont pas trompés, bien au contraire, Stéphane Zumsteig. Oui, nous sommes ravis, absolument ravis, d'autant plus que nous avons réussi une double opération, parce qu'au-delà des sondages qui étaient pour nous, comme pour nos confrères, totalement conformes aux résultats qu'on a pu observer dimanche dernier, nous en plus, nous réalisions les opérations d'estimation électorale. Les résultats qu'on a vus à 20h à la télé. Les résultats s'affichaient, et pour vous dire, ça a été assez acrobatique et sportif compte tenu du changement de la loi, puisque à partir de cette année, les premiers bureaux de vote fermaient à 19h, alors qu'auparavant, c'était à 18h, ce qui nous enlevait une heure pour travailler et pour être en mesure de... Donc concrètement, vous avez eu fournir... combien de temps pour compiler toutes vos données? Concrètement, 20 minutes peut-être. Les bureaux de vote ferment à 19h, les premiers bureaux de vote, sachant que les bureaux des grandes villes fermaient à 20h, bien sûr. Donc, dans chacun de ces 500 bureaux que nous avions sélectionnés, on avait un correspondant qui notait un certain nombre de choses, et notamment qui nous appelait en temps réel dès que les résultats partiels, les 200 premiers bulletins étaient connus. Les résultats ont commencé à tomber chez nous, les résultats par bureau, vers 19h30, 19h35. On a eu 10 minutes ensuite pour Et donc pendant ce laps de estimation. temps très court, vous avez eu un doute sur l'annonce des estimations à 20h? Non, le doute c'était de savoir si on serait capable de communiquer les résultats à 20h ou pas. Là encore, parce que le dépouillement des bulletins, pour toute personne qui est déjà rentrée dans un bureau de vote et qui y a assisté, ce sont des choses qui durent longtemps, qui peuvent prendre du temps. En revanche, quand on a vu afficher quand on a eu à disposition pour nous la première estimation, on va dire vers 19h, 49 peut-être, 40, je peux me tromper d'une minute, les choses étaient très claires. À part pour la 3e et 4e place. À part là, pour la c'était 3e, mais bon, l'essentiel était évidemment de donner le nom des deux finalistes, et comme Emmanuel Macron était bon premier et Marine Le Pen bonne seconde, c'était moins gênant quelque part pour nous et pour nos clients de leur dire que finalement il y avait une incertitude à 20h entre Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, mais de toute façon ils étaient nettement distancés par les deux premiers. Mais donc Céline Braque, vous êtes directrice générale de Doxa Sondage, est-ce que c'est une revanche pour les sondeurs? Alors oui, mais pas dans le sens que vous entendez. C'est-à-dire que moi j'accepte de dire que c'est une revanche par rapport en effet à tout ce qu'on s'est pris dans la figure pendant toute cette campagne. C'est-à-dire que ça a été vraiment difficile. Il y a eu un bashing contre les instituts de sondage. Oui, complètement. C'est-à-dire que ça a été, moi je trouve, difficile de travailler sereinement. Quand les médias vous appelaient presque plus souvent pour vous dire « alors, expliquez pourquoi vous êtes aussi nul », aussi souvent pour nous dire ça que pour nous demander notre analyse sur la situation. Donc, en ce sens, je trouve que c'est une revanche. Je ne considère pas que ce soit une revanche par rapport à des ratés précédents, parce que je ne vous suis pas quand vous dites que les sondeurs français ont été mauvais sur les mesures de la primaire de droite. Il se trouve que personne n'avait vu la victoire de François Fillon et de Benoît Hamon aux primaires. C'est faux, c'est complètement faux. Alors, c'est-à-dire que vous étiez sur la bonne tendance? Et même plus que ça. C'est-à-dire que, alors la primaire de gauche, en l'occurrence, nous à Doxa, on n'a pas fait de mesure, on n'a pas fait d'intention de vote de primaire de gauche parce que on considérait que la population était trop petite pour pouvoir faire une intention de vote. En revanche, on a bien mesuré le phénomène Benoît Hamon, on a fait des indicateurs de popularité qu'on a suivis pendant toute cette campagne, on a vu qu'il y avait un vrai effet Hamon et on l'a dit haut et fort. Et pour la primaire de droite, en l'occurrence, on a vu très tôt les fondamentaux, c'est-à-dire à la fin août, on a dit très clairement d'abord que la participation serait forte, à un moment où on nous disait que ça allait être une élection de militants, première chose, et puis corollaire, que Nicolas Sarkozy aurait de grosses difficultés à remonter, à recoller au score, à un moment où tout le monde nous disait il y a des électeurs cachés de Nicolas Sarkozy parce que vous voyez, il fait des meetings extraordinaires, il vend des livres, donc vous ne voyez pas Nicolas Sarkozy. Et quant à François Fillon, eh bien, François Fillon, en effet, était assez bas pendant toute cette campagne, autour de 10%. Et il y a eu une remontée. Il a fait une remontée dans les derniers jours. Voilà, exactement. Et cette remontée, nous, le dernier sondage qu'on a voulu faire, on n'a pas pu le publier, mais on l'a déposé à la commission des sondages et il peut être tout à fait consulté. On a bien vu que François Fillon était en tête. Seulement, il prenait 10 points à ce moment-là, il prenait quasiment 10 points par jour. Mais ça veut dire que vos méthodes, elles marchent donc? Nos méthodes marchent tout à fait. Les méthodes marchent, surtout pour ce qui concerne le suivi des évolutions. Juste pour finir, nous aussi, on avait réalisé une toute dernière enquête pour la primaire de la droite et du centre. Pour le coup, nous l'avons publiée le vendredi après-midi et on mettait François Fillon en tête. Alors on voit depuis dimanche des pics des instituts traditionnels que vous représentez ce matin contre les organismes qui font ce qu'on appelle du big data.
data, c'est-à-dire ce sont eux qui surveillent ce qui se passe et ce qui se dit sur Internet. On avait notamment l'Institut canadien Filteris qui annonçait là, ces derniers jours François Fillon certainement au second tour. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus fiable donc que ces données récoltées sur Internet, Céline Braque ? Alors, moi, je vous avoue que je n'ai pas bien compris cette agressivité de ces entreprises, de ces startups à notre égard pendant cette campagne. C'est-à-dire qu'il y a même une de ces entreprises, Goff, pour ne pas la citer, une entreprise française qui disait nous, on fait l'opinion sans les sondeurs. Nous, on n'a jamais dit qu'on faisait des mesures d'opinion sans le big data. En l'occurrence, nous, mais c'est le cas de nos confrères, nous, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Nensu Consulting, qui fait de la veille, des réseaux sociaux, qui nous a aidé à voir la montée de Fillon pendant la campagne de la primaire, la donc montée de Mélenchon. Vos chiffres avec ces données aussi ? On n'ajuste pas nos chiffres, mais si vous voulez, ça nous permet d'avoir des signes sur certains candidats, ça nous permet de faire ce qu'on appelle du qualitatif, c'est-à-dire d'avoir des illustrations sur des petits groupes, des illustrations sur des thèmes de campagne, donc on travaille avec eux. Mais je considère que c'est de l'obscurantisme sous un vernis 2.0 de dire aujourd'hui la masse fait la représentativité. On sait, nous, sondeurs, que c'est faux. On le sait depuis Gallup, qui en 1936 avait un échantillon 200 fois plus petit qu'un magazine qui avait organisé une grande consultation aux États-Unis auprès de, vous rendez compte, 10 millions de personnes qui étaient sûres du nom du gagnant. Et puis, M. Gallup est arrivé et a dit, moi, avec cet échantillon, constitué de manière scientifique, représentatif de la population américaine, je vous dis que c'est Roosevelt qui va gagner. Nous, sondeurs français, on applique toujours ces méthodes, qui depuis ont été évidemment mises au goût du jour. Et on arrive à être représentatif de la population française. On peut très bien faire une recherche sur François Fillon sur Internet sans pour autant avoir l'intention de voter pour lui. Exactement. C'est ça. Par exemple, Filteris avait pris, comme pour illustrer les propos de Céline, des éléments tels que les ventes du livre de Nicolas Sarkozy. Il y avait toute une série d'éléments qualitatifs. Mais c'était comme de dire, finalement, Nicolas Sarkozy est bien parti dans la primaire de la droite et du centre. Regardez à quel point ces salles de meeting sont bondées. Regardez à quel point il vend des livres. Oui, mais ça, ce ne sont pas des éléments objectifs. Nous mesurons la population auprès d'un échantillon, que nous souhaitons représentatif. Et un instant T. Ouais. Alors la question qui continue de se poser après ce premier tour, c'est aussi de savoir si les sondages jouent un rôle dans l'opinion. Parce qu'à force de dire que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron sont très hauts dans les sondages, est-ce que finalement ça donne pas envie simplement d'aller voter pour eux, Céline ? Ah, ça, c'est très drôle parce qu'on a souvent d'ailleurs les plus grands détracteurs des sondages sont ceux qui disent à la fois qu'on n'est pas représentatif et qu'on a un rôle énorme et qu'on fait l'opinion. Donc à un moment, il faut quand même un peu décider où on habite. En l'occurrence, il est vrai que certaines populations, et c'est de plus en plus le cas, vote de manière stratégique, c'est-à-dire qu'à un moment... Oui, pour empêcher un candidat d'accéder à une fonction. C'est ce qu'on appelle le vote utile, et ce vote utile, il n'est pas majoritaire, loin de là. Les gens se décident aux trois quarts sur le programme, sur la personnalité. Mais est-ce qu'il peut être influencé par les sondeurs ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment, ça fait partie des éléments de réflexion. Mais si à un moment, par exemple, Benoît Hamon décroche, c'est parce qu'il y a une grosse part de ces électeurs qui hésitent, qui nous disent nous, on aura du vote utile, c'est-à-dire qu'à un moment, on essaiera de voter pour celui qui va gagner la présidentielle. Mais à un moment, c'est bien parce qu'il y a un candidat, en l'occurrence surtout Mélenchon, qui est plus fort que lui, qui se montre plus fort que lui, en tout cas aux yeux des électeurs. Pardon, c'est pas un élément objectif politique sur le candidat. Mais en l'occurrence, à un moment, qu'ils se disent tiens, on va plutôt vanter Mélenchon ou Macron parce qu'on sent que il a plus de chances de se qualifier. Mais ça, quand on annonce une finale Macron-Le Pen écrite à l'avance, ça mobilise forcément les électeurs des autres camps, non ? Pas forcément, oui, ça peut les mobiliser. Il est évident que l'électorat de la gauche radicale, par exemple, s'est mobilisé dans les derniers jours, dans les dernières semaines du scrutin, quand on a vu que finalement l'hypothèse Mélenchon, de présence au second tour, était possible. Donc, bien sûr, mais avant tout, un sondage, ça a un rôle informatif. Dire que les sondages font la campagne électorale ou fabriquent le vote me paraît... Évidemment, ça vous le réfutez, on comprend bien. Caricatural. À propos de Jean-Luc Mélenchon, dimanche soir, son camp continuait de douter des estimations annoncées par les instituts. Ça vous a énervé tout au long de la soirée, Céline Braque ? Pas énervé, mais franchement, j'ai pas compris cette attitude parce que ce soir-là, Jean-Luc Mélenchon réalise quand même quelque chose d'absolument spectaculaire. Il aurait quasiment pu se qualifier, ça devait être ça sa déception. Et puis... il décide, ce qui est la première fois, ça arrive jamais dans les démocraties, de remettre en cause le résultat des sondages. Moi, j'étais sur votre plateau ce soir-là et on m'a dit, est-ce que c'est possible ? J'ai dit, non, je pense pas que mes confrères, en l'occurrence, je faisais pas d'estimation, se mouilleraient à présenter cette estimation en se trompant complètement sur les personnes qui sont qualifiées. C'est pas possible. À ce moment-là, en plus, les arguments qui sortaient, c'était le ministère de l'Intérieur ne communiquera pas avant minuit ou dans la nuit, mais c'est ce qui se produit à chaque élection et c'est normal.
Alors là, pour le second tour, les premiers sondages annoncent la victoire très claire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Est-ce que c'est écrit d'avance ou tout peut changer selon vos enquêtes, Stéphane? Bon, nous, on a réalisé une première enquête dans la soirée de dimanche avec un rapport qui montrait un Oui, rapport dès de 22h force. en fait. Dès 22h. Enfin, on a commencé à interroger les Français à 20h15, pardon, pour être exact. Et à 22h, évidemment, on a communiqué les résultats. Évidemment que le rapport de force, pour l'instant, il est très favorable à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Pour nous, sondeurs, c'est compliqué d'être péremptoire et d'être catégorique, évidemment. Mais enfin, ce serait aussi se draper dans une fausse, dans une sorte d'hypocrisie de dire que Emmanuel Macron n'est pas le grandissime favori du second tour. Compte tenu des ralliements, compte tenu de son niveau de premier tour, compte tenu de tous les ralliements qu'il engrange, et surtout compte tenu du plafond de verre dont souffre toujours Marine Le Pen. Et quels sont les éléments qui pourraient inverser la tendance? L'abstention, par exemple, c'est-à-dire que quand vous regardez les reports des électeurs, ceux qui se sont reportés sur les principaux candidats, ceux qui ont voté pour les principaux candidats se reportent majoritairement sur Emmanuel Macron, mais on voit qu'il y a une grande part d'électeurs qui, pour le moment, s'abstiennent ou hésitent ou votent blanc. Et en l'occurrence, si les électeurs d'Emmanuel Macron se disent après tout, finalement, c'est pas vraiment mon candidat, je vais peut-être m'abstenir, dans ces cas-là, oui, ça laisse la possibilité éventuellement à Marine Le Pen de gagner. Un mot de conclusion, Stéphane? Oui, un mot, juste quantitativement. Marine Le Pen, elle obtient 7,6 millions de suffrages. C'est le record absolu du Front National ou d'une candidate. François Hollande a été élu avec 18 millions de voix en 2012. Bon, même avec une abstention record, il faudrait 14-15 millions de Français. Ça voudrait donc dire qu'il y aurait une multiplication par plus de 2 des gens qui ont voté pour le Front National en quelques jours. Ça paraît peu probable. Et c'est pour ça que la campagne s'annonce encore passionnante à suivre. Vous restez avec nous, on retrouve Willy Rovelli après la pause.